La parole. J'ai la beauté facile et c'est heureux. Je glisse sur le toit des vents. Je glisse sur le toit des mers. Je suis devenu sentimental. Je ne connais plus le conducteur. Je ne bouge plus, soit sur les glaces. Je suis malade, fleurs et cailloux. J'aime le plus chinois au nu. J'aime la plus nue aux écarts d'oiseaux. Je suis vieille, mais ici, je suis belle. Et l'ombre qui descend des fenêtres profondes épargne chaque soir le cœur noir de mes yeux. Nous allons procéder à l'explication du poème La Parole, poème extrait du recueil Répétition, qui fait partie du livre Capitale de la douleur. Page 21 au niveau de l'édition Gallimard et collection Poésie, mais ou bien page 106 pour l'édition Bibliothèque de la Pléiade, pour la collection Bibliothèque de la Pléiade. Le poème La Parole est un poème composé de 12 vers et il est hétérométrique. Nous savons tous que Paul Éluard prend sa liberté vis-à-vis de la métrique française, tout à fait normal. Ça ne nous empêchera pas de remarquer par-ci, par-là, dans beaucoup de textes, l'usage de l'alexandrin, du décasyllabe et de l'octosyllabe. Le lecteur aussi, dans ce poème, est sensible à l'investissement d'une série de procédés stylistiques qui structurent le poème, notamment l'anaphore, soit par la reprise d'un mémo, soit par la reprise de toute une structure. Dans ce deuxième cas, nous nous retrouvons avec un autre procédé, le parallélisme, qui consiste dans la duplication du même patron syntaxique. Donc nous allons trouver des vers qui utilisent pratiquement les mêmes mots, à l'exception d'un seul. Il y a aussi l'usage de l'énumération, créant un effet d'entassement, sans nécessairement de progression cohérente. C'est fait exprès, dans le sens pour souligner la dimension de liberté de la parole poétique, d'où la présence aussi d'un certain nombre de vers dans le poème qui cassent en fait le temps du poème et sa dynamique. Nous retrouvons bien entendu l'image surréaliste qui est portée ou bien que soutiennent d'autres procédés stylistiques, notamment la métaphore, la métonymie et l'antithèse. Je parle évidemment de ce texte particulièrement. L'importance du poème La Parole réside dans le fait qu'il traite de l'activité poétique, plus particulièrement de la fonction poétique telle qu'elle a été définie, posée et définie par Romo Jakobson. Cette fonction s'actualise chaque fois que dans le langage, ou bien chaque fois que le langage porte sur lui-même, n'est-ce pas ? Chaque fois que le langage, dans un énoncé, porte sur lui-même. En littérature, on parlera de fonction poétique. Chaque fois que le texte littéraire réfléchit sur lui-même, se reflète sur lui-même, on va dire, et crée un effet de reflet, comme ici dans ce poème. En effet, la parole dont il s'agit ici, la parole poétique, est tout semble orienter le lecteur vers la personnification de la parole poétique que le poète décrit par le biais de la praxis surréaliste de cette nouvelle poésie. Charles Baudelaire a donné dans son recueil Les Fleurs du Mal la parole à la beauté, dans le poème qui porte le même titre, La beauté. Pourquoi ? En vue d'assurer, il me semble, une meilleure définition ou représentation des qualités de cette beauté. Comment ne pas être sensible à l'amorce du poème baudelairien ? Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre. La beauté au sens absolu du terme, en tant que notion dépassant le temps et l'espace, se définit par référence à la fois aux humains, les mortels. S'il s'adresse aux mortels, ça veut dire qu'il est immortel. Et à l'œuvre d'art, le rêve des pierres, c'est le rêve. La pierre est une matière anodine, une matière banale,
Et donc le rêve de quelque chose de banal est de devenir une œuvre d'art. C'est comme la dimension alchimiste, à savoir transformer la boue en or. De même, c'est une idée qu'on nous retrouvera aussi chez Arthur Rimbaud, notamment dans ses lettres, quand il dit « Tant pis au bois qui se réveille violent. Le bois n'imagine jamais qu'il peut devenir un instrument de musique. » Et ainsi de suite pour les mots ordinaires qui peuvent un jour devenir poétiques. La même chose dans une autre variante de la même lettre de Rimbaud, « Tant pis pour le cuivre, s'il se réveille clairant. » Le cuivre, matière banale, qui peut-être peut devenir un instrument de musique. Donc, de même, Paul Éluard donne la voix à la poésie pour se décrire à travers ce qu'elle fait. Alors, la poésie s'assimile donc à la beauté. Je suis belle, j'ai la beauté facile et c'est heureux. J'ai la beauté facile et c'est heureux. La poésie s'assimile donc à la beauté. Ce n'est pas étonnant pour le lecteur, dans la mesure où depuis toujours l'expression de la poésie est indissociable du beau, voire du bien. Si à partir de Baudelaire, cette relation entre éthique et esthétique va être rompue, il n'en demeure pas moins que le poétique est déterminé d'une manière ou d'une autre par la beauté. Le livre, le Peri Ipsus du sublime, ou bien le traité du sublime appelé l'anonyme, qu'on associe souvent à Longin, poète grec anonyme du 2e ou 3e siècle, donne une conception de la poésie par sa propension à n'exprimer que ce qui est élevé, supérieur et noble. D'où la déclinaison de la dimension esthétique qui va prévaloir pendant des siècles en littérature et en rhétorique. Néanmoins, le 19e siècle va dépasser cette prescription rhétorique classique en considérant que la beauté peut naître aussi du mal, voire paradoxalement de la laideur. La laideur peut créer la beauté, comme nous pouvons trouver dans certains écrits du siècle. Je vous renvoie notamment à tout ce qui relève de l'esthétique de la laideur, mais aussi au texte, le fameux texte de Victor Hugo, L'homme qui rit. Dans le poème de Paul Éluard, la beauté de cette parole poétique est présentée comme facile, c'est-à-dire facile, cette aisance associe l'allure de la parole à l'attitude de la féminité, quand elle prend conscience de sa beauté et de son charme. Cependant, cette joie d'être, que l'adjectif heureux met en valeur, nous renvoie à l'expression esthétique de cette parole, une poésie nouvelle, simple et sans complexité rhétorique et métrique. J'allais dire être sans complexe, comme la femme qui est belle, elle est sans complexe, elle est détendue. Donc, nous associons évidemment cela à une facilité de la fabrication de la parole poétique issue du surréalisme. Et donc, c'est une poésie qui insiste sur son accessibilité. Une poésie qui coule de sources naturelles. Si nous voulons paraphraser le vers pour prendre la voix de la poésie, quel bonheur d'être belle et de n'avoir pas besoin de beaucoup d'efforts pour le montrer. Voilà ce que dit une femme qui est belle, mais aussi ce que dit la poésie, la parole. Cet thème de l'aisance, comme signe abstrait, ce signe abstrait va être figurativisé par le biais de signes concrets, plus précisément par le glissement sur le toit des vents. C'est une métaphore. Quand la personne est heureuse, elle est à l'aise et retrouve une légèreté dans sa mise, comme dans sa mouvance, elle est détendue. D'où le sens du glissement qui ne va pas s'en rappeler la danse. La métaphore, le toit des vents, en associant un élément naturel qui est le toit, pour renvoyer évidemment à la maison, et le vent comme composante essentielle de cette maison, élément concret, mais traduisons la volatilité abstraite, représente la dimension aérienne du mouvement de cette aisance. Le poète continue en reprenant la même structure quand il dit « je glisse sur le toit des vents, je glisse sur le toit des mers ». La même structure
Et on ne modifions qu'un mot, à savoir le mot mère, pour insister sur la facilité d'être de la parole poétique qui garde cette qualité même en évoquant ce mouvement de la mer. Le pluriel du mot mer pose la signification du voyage et de l'aventure. Les mers est un pluriel poétique, mais dont la fonction semble, dans ce contexte, mettre sous les yeux les tribulations possibles des verbes poétiques, y compris dans les espaces dangereux et difficiles. C'est-à-dire que nous retrouvons ici le thème de l'aisance, mais en même temps risque d'instabilité. La liberté par opposition aux règles, la notion du hasard qui est toujours associée à l'image poétique. Ici, la liquidité aquatique suggère la profondeur. Sinon, pourquoi recourir au pluriel mer, du terme mer, qui ne représente nullement une multiplicité de surfaces maritimes en termes de nombre, mais plutôt une concrétisation d'une immensité perçue dans son horizontalité et sa profondeur. Ça veut dire que le poète, en utilisant le mot mer, ne cherche pas à dire qu'il y a plusieurs mers. Bon, si j'explique évidemment pour les étudiants du niveau de licence, c'est que ici c'est un pluriel, tout simplement pour insister sur la dimension concrète, n'est-ce pas, de cette immensité, cette horizontalité, cette ouverture, qui est en même temps aussi une ouverture associée à la profondeur. Sans oublier que cette liquidité installe sous forme d'image représentation, comme une photo, si on peut dire, d'image représentation, l'ondulation comme mouvement et démarche d'une féminité. Donc le mouvement de la mer est un mouvement, n'est-ce pas, qui souligne aussi l'ondulation, mouvement féminin par excellence. Tous ces aspects concourent à évoquer la complexité de la poésie, de la beauté, qui n'est pas toujours sans risque. Comme nous avons dit tout à fait, il y a le risque d'instabilité et également quand on s'attaque aux règles et on prend trop de liberté, il y a aussi le risque du hasard. Le quatrième vers, je suis devenu sentimental, traite de l'évolution de cette parole beauté qui est devenue une poésie de l'amour. D'abord, le verbe devenir suggère le passage d'un état à un autre, une sorte de mutation que nous interprétons par référence à l'histoire de la littérature, mais aussi par rapport à l'histoire des idées. La poésie ne sera plus le reflet d'une réalité mensongère après la catastrophe de la Première Guerre mondiale et ne sera pas que contestataire, comme le veulent les mouvements d'avant-garde. Elle portera désormais, dans le cadre de l'esthétique surréaliste, sur l'expression de l'évidence, de la vie et de l'amour. En cela, la poésie est devenue expression d'amour, elle est devenue sentimentale, et donc elle est porteuse d'union. Cette mutation va donc la libérer, d'où ce cinquième vers, le vers qui suit, je ne connais plus le conducteur. Cette mutation va donc la libérer. Et ce vers clame haut et fort son indépendance, une indépendance audacieuse pour traduire le refus d'être subordonné ou guidé par qui que ce soit. Cela nous rappelle le vers du bateau ivre de Rimbaud quand il dit « Je ne me sens plus guidé par les haleurs », le refus des guides. Nous remarquons que le poème réfléchit sur sa poétique en rejetant le fil conducteur des diégèses et le rejet de toute filiation.